Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation et des parents qui veulent accompagner les jeunes avec sens, mais sans s'épuiser. Moi, c'est Marie. J'ai été une ado complètement désengagée, puis une CPE hyper engagée. Peut-être même un peu trop. Aujourd'hui, j'aide celles et ceux qui, comme moi, veulent encore croire à l'humain, accompagner les jeunes autrement, tout en gardant un peu d'énergie pour eux-mêmes. Ici, on va parler posture, outils concrets, mais aussi réalité du quotidien. Parce qu'accompagner les jeunes, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à se préserver. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler sur comment aider nos jeunes quand ils n'ont plus envie de rien. Vous savez, il y a une phrase que j'entends hyper souvent, que ce soit dans les familles, dans les institutions, dans les copains, dans les collègues, enfin voilà, j'entends tout le temps. Je sais plus comment le motiver, de toute façon il a envie de rien, il veut plus rien faire, même les choses qu'il aimait avant, maintenant il les aime plus, enfin voilà. Et en fait, on associe très souvent ce manque de motivation à l'adolescence. Et souvent, en fait, quand on dit ces paroles-là, il y a quand même un sentiment de tristesse, vous voyez? De, d'incompétence où on se sent vraiment pas, on a l'impression de ne pas pouvoir les aider, vous savez? Et parce que quand un jeune, il a plus envie, c'est comme si, en fait, tout s'éteignait à l'intérieur de lui. Comme si la lumière qu'il a à l'intérieur, elle s'éteint. Et pour l'adulte, c'est vraiment très déstabilisant et c'est très culpabilisant aussi. Parce qu'on a envie de l'aider, mais plus on insiste et plus, en fait, il va se refermer. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous parce que, quand la motivation s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour rallumer la flamme? Et puis, je vais vous parler d'un cas concret, celui d'une petite Lou. Une petite Lou qui a 12 ans et en fait, c'est une petite fille qui était hyper vive, enfin qui est hyper vive, qui est drôle, souvent très attachante et diagnostiquée TDAH. C'est une tornade d'énergie, mais qui à un moment donné n'avait plus envie de rien. On va pouvoir commencer par parler un peu de l'histoire de Lou. Quand j'avais rencontré la maman de Lou, elle me disait: «Je ne sais plus comment faire, elle ne veut plus rien faire, plus rien ne l'intéresse, même ses passions, elle les laisse tomber». Et après quand j'avais pu un peu prendre le temps avec Lou, séparément, et que je l'avais questionnée sur tout ça, elle m'avait dit: «De toute façon, j'arrive à rien et avec mon handicap, de toute façon, j'y arriverai pas mieux». Et cette phrase-là, je pense qu'elle résume tout. Parce que, derrière le «je n'ai pas envie», en fait, il y avait surtout «j'y crois plus». Pourtant Lou, c'était vraiment une petite fille qui avait beaucoup, beaucoup d'idées. Mais en fait, à partir du moment où elle a eu ce fameux diagnostic, tout ce qu'elle faisait était ramené, en fait, à cette histoire de diagnostic. À l'école, quand elle oubliait, par exemple, une consigne ou que, voilà, elle était pas concentrée, c'était normal, elle a le TDAH. Elle est TDAH, pardon. Ou quand elle bougeait un peu trop, on disait: «C'est à cause de son trou». Et même à la maison, en fait, inconsciemment, parce que ses parents le faisaient justement avec bienveillance, en fait, mais tout tournait autour de ça. Alors oui, oui, le diagnostic avait mis des mots sur ses difficultés, c'est vrai, mais il avait aussi mis un énorme couvercle sur sa confiance. Et pour moi, c'est hyper important de voir aussi, le côté-là, en fait, des diagnostics. Parce que Lou, elle voyait plus ses réussites. Ce qu'elle voyait, en fait, c'est qu'elle n'était plus capable ou qu'elle n'était pas capable de le faire. Et malheureusement, c'est souvent ce qui arrive parce que ça va rassurer les parents d'avoir un diagnostic, de mettre des mots sur, ses difficultés, sur son mal-être. Mais si c'est pas bien accompagné, bah, en fait, il peut vraiment enfermer plus que libérer. Et je pense que c'est hyper important pour vous de savoir tout ça. Lou, elle était pas démotivée, en fait. Elle était épuisée d'échouer et surtout de se dire qu'elle est vouée à toujours échouer, en fait. Et ça lui faisait vraiment peur. Elle avait, en fait, vraiment intégré à l'intérieur d'elle que de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle finirait par rater. Et ça, c'est quand même hyper effrayant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très inquiétant pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, pour l'amour de soi aussi. Donc l'idée, c'est qu'on commence par, essayer de réfléchir à comprendre ce qu'il y a derrière un «je n'ai pas envie», d'accord? Au lieu de se dire: «On va pas chercher, ce qu'il y a derrière la démotivation, mais derrière le "je n'ai pas envie"». Quand un jeune vous dit: «J'ai pas envie», ou en tout cas vous le fait comprendre très fortement,
vous pensez souvent et on pense tous à ça dans un premier temps, à de la paresse. Mais en réalité, c'est presque toujours, hein, pas tout le temps, mais presque une protection. Une protection contre l'échec, une protection contre la honte, une protection contre le sentiment d'être différent ou contre un trop plein d'attentes qu'il n'arrive plus à porter. Je vais reprendre tout ça. Une protection contre l'échec parce que, bah, vous savez dans cette société, 1, 2, 3, cette société qui veut que tout le monde réussisse, qui, heu, priorise vraiment la réussite, qui prône, heu, tout ce qui est, bon. Vous savez, c'est, cette société où, sois fort mais pas trop, sois beau mais pas trop, enfin, vous voyez? Et bah, l'échec, il a pas trop sa place. Donc voilà, déjà on va se protéger là-dessus. On va se protéger contre la honte. La honte de quoi? La honte de rater. La honte de, parce que souvent, ces jeunes-là, ils se pensent pas intelligents et donc la honte que ça se voit. La honte qu'on voit ses difficultés, voyez? Après, il va y avoir aussi la protection contre le sentiment d'être différent. Parce que, par exemple, là, Lou, du coup, elle a ce TDAH et donc si, hem, les autres venaient à voir qu'il y a des différences, ça pourrait être difficile à supporter pour elle. Parce qu'on n'a pas normalisé la différence. Je crois que c'est important ce que je viens de dire, parce que c'est hyper important de normaliser cette différence. Bref, il y a, énormément d'attentes. C'est la dernière que je vous ai donnée comme, protection, qui est contre un trop plein d'attentes qu'on n'arrive plus à porter. Parce qu'on met une pression de dingue à nos jeunes qu'ils n'arrivent plus à supporter à l'heure actuelle et donc, l'idée, c'est vraiment de faire attention à, nos attentes envers eux. Parce que c'est souvent ce qui est difficile pour vous et pour eux. On y reviendra. Donc en conclusion de tout ça, déjà, on peut dire que c'est pas un manque de motivation, mais on va plutôt parler de saturation émotionnelle. Et souvent, quand on essaie de les rebooster, vous savez qu'on essaie de de leur mettre un coup de pied aux fesses, comme c'est très joliment dit, avec des encouragements ou des injonctions: «Allez, fais un effort, tu vas y arriver, tu n'es pas le seul, na et ben, en fait, ça fait que amplifier son découragement. Parce qu'en fait, là, quand on fait ça, on va parler à la tête du jeune et en fait, ça marche pas parce que, bah, leur tête, elle est focus sur cette protection, donc c'est mort. Alors qu'en fait, le problème, il vient vraiment de l'émotionnel et donc du cœur. C'est pas vraiment une question de volonté, hein. C'est une question de sens, une question de valeur personnelle, où en fait, il va falloir qu'on aille chercher ce qui se passe à l'intérieur et non pas ce qui se passe dans le cerveau. Certains diagnostics peuvent vraiment renforcer ce sentiment. Je suis TDAH, donc je ne peux pas. Je suis 10, donc c'est normal que je n'y arrive pas. Je suis anxieux, donc c'est foutu. Vous voyez, c'est des petites phrases qu'on peut entendre et qui peuvent vraiment faire mal. Ce sont pas les mots, en fait, qui vont abîmer, mais la façon dont ils sont vécus, interprétés et répétés et la fonction la façon, pardon, aussi dont, les gens vont voir le jeune à travers ces mots, à travers ces diagnostics. Ce qu'ils vont en faire de tout ça. D'accord? C'est très important de le savoir parce que ça peut avoir des conséquences énormes. Je tiens à dire quelque chose, d'important ici et voilà, les diagnostics ont leur utilité parce qu'ils permettent de comprendre, d'adapter, d'éviter la culpabilité aussi, mais ils peuvent aussi devenir vraiment un poids identitaire. Quand déjà ce n'est pas bien expliqué, quand ce n'est pas bien accompagné et quand on les utilise comme une étiquette plutôt qu'un point de repère. Voilà, c'est les 3 facteurs hyper importants. Si le diagnostic n'est pas expliqué correctement aux jeunes et pas plutôt comme un poids qui vient de tomber sur ses épaules: «OK, tu TDAH, voilà, point». Ça peut être très compliqué. Soit le jeune peut le vivre comme un poids sur ses épaules et donc très mal, soit il peut aussi le vivre comme, un soulagement et se dire comme, tout à l'heure on disait, comme avec Lou: «Bon, bah, de toute façon, comme j'y arriverai à rien, bah, maintenant je fais plus rien, quoi». Ça peut être très difficile à gérer pour nos jeunes. S'ils sont pas accompagnés correctement, dans la durée en tout cas. Par exemple, un élève qui a, une AESH et qui, en fait, l'AESH très gentiment et très bien et de façon très bienveillante, va faire plus que ce qui lui est demandé en fait parce que,
elle veut aider, en fait, tout ça. Tout ça, ça part toujours de très bons sentiments. C'est quelque chose à vraiment prendre en compte, c'est que tout part de bons sentiments. Mais si la AESH est trop présente, qu'elle fait trop à la place du jeune, bah, du coup, il y a plus d'autonomie qui rentre en jeu, il y a plus de responsabilisation du jeune et donc on enferme encore une fois le jeune qui, bah, en fait, là, du coup, on parle plus de parents ni de pro hélicoptère, mais on va parler d'AESH hélicoptère, vous voyez? Qui va un peu couver, heu, ce petit qui après n'arrivera pas à se débrouiller tout seul, en fait. Parce que l'AESH, elle sera pas là tout le temps. Donc c'est important. Et si on les utilise comme une étiquette plutôt qu'un point de repère, ça peut être par exemple se dire, «Oui, bah, du coup, il est TDAH donc bah, je vais pas lui demander, faut pas que je sois trop, faut pas que je sois trop demandant, faut pas trop que je lui en demande et cetera». Donc voilà. Bah, non, en fait, c'est pas ça. OK, il est TDAH donc à la limite, je peux, adapter. Alors par exemple, ça vaut vraiment le coup pour un 10. Par exemple, bah, lui, il est dyslexique donc bah, du coup, je vais pas lui faire de dictée, quoi. Parce que, bah, le pauvre, il peut pas y arriver. Ou alors, on se dit, comme point de repère: «OK, il est dyslexique, donc je vais adapter la dictée à lui, comme ça il va pouvoir y arriver et lui montrer qu'il est capable». Voilà, c'est un exemple. Chez Lou, par exemple, ce mot TDAH est devenu en fait un vrai mur pour elle. Tout était ramené à ça, tout, tout, tout et petit à petit, plus personne ne voyait Lou parce qu'elle était cachée derrière ce mur et c'est ça en fait le vrai danger. Parce qu'on voit plus Lou, on voit l'étiquette TDAH. Quand le diagnostic prend plus de place que la personne, c'est là qu'il peut vraiment accentuer la démotivation, voire même entraîner des troubles, importants qui sont, la dépression, l'anxiété ou, le manque d'estime, l'isolement, le repli sur soi-même et cetera et ça, je trouve que c'est un vrai sujet. J'ai hâte d'avoir vos retours sur tout ça parce que, je pense que c'est important qu'on puisse échanger à ce sujet. Parce qu'on observe, en fait, de plus en plus de jeunes qui sont étiquetés. Alors, des fois, c'est très utile. Tout dépend vraiment de l'entourage et de comment c'est pris en compte, hein. On est d'accord. Mais du coup, on trouve aussi de plus en plus de jeunes qui se sentent définis par leurs difficultés et ça me fait peur. Parce que, pour retrouver la motivation, il va d'abord falloir qu'on arrive à désamorcer cette croyance qui est: «Je peux pas parce que j'ai un trouble». Voilà. Maintenant, on va passer sur du pratique, hein. On va aller, vraiment creuser sur de quoi vraiment ces jeunes ont-ils besoin? Comment on les aide? Alors déjà, on va essayer de ne pas rajouter de pression parce que, ça déborde déjà. On va pas non plus chercher à les remettre dans le cadre. C'est pas la priorité. En fait, on va essayer de reconstruire 3 choses qui sont fondamentales ici. Déjà, la sécurité émotionnelle. Je vous l'ai dit, là, ils sont vraiment déstabilisés, sur ce point de vue-là et un jeune ne peut pas apprendre si, il se sent en danger ou jugé. Il n'arrivera pas à se mobiliser tout simplement. Donc avant toute chose, on va d'abord restaurer cette sécurité émotionnelle, créer un espace où lui-même, il va pouvoir dire: «J'ai peur, je suis fatigué, je sais pas comment faire», et cetera. L'adulte, il a pas besoin, à ce moment-là, d'avoir les solutions, d'accord? Il a juste besoin d'être présent, stable et soutenant. C'est des mots que j'utilise très souvent et que vous entendez très souvent sur ce podcast, mais c'est hyper important. Vous avez pas besoin d'avoir les solutions parce que l'idée, c'est qu'il les trouve lui-même. Par contre, il a besoin, ou là, pour le coup, c'était Lou, mais ils ont besoin, en tout cas ces jeunes, d'adultes qui sont présents et soutenants, qui vont être là à l'écoute. La deuxième chose fondamentale qu'il va falloir qu'on arrive à reconstruire, c'est la confiance en soi. Et celle-ci, elle se construit par des petites victoires, pas par des grands projets. Vous savez, par des petits pas. Avec Lou, on avait commencé par des minuscules pas. Ranger son sac, finir, un exercice, aller jusqu'au bout d'une, phrase sans se juger. Voilà, des petites choses comme ça. Prendre la parole une fois par jour dans la classe et cetera et à chaque pas, on a reconnu ensemble qu'elle avait réussi. Pas ce qu'il restait encore à faire, pas la progression, la marge de progression, mais ce qu'on avait déjà réussi à mettre en place et ça change tout et la troisième chose, pardon, qu'on a à reconstruire avec eux, c'est le sens. Parce que beaucoup de jeunes qui sont démotivés, en fait, se disent très clairement: «À quoi ça sert?» Personnellement, j'étais vraiment dans cette optique-là quand j'étais jeune. À quoi ça sert? À quoi ça sert que j'aille en cours d'histoire? À quoi ça sert que j'aille, en cours de mathématiques? Enfin voilà, à quoi ça sert? Et si avec eux, on n'arrive pas à redonner du sens, alors en fait, aucune stratégie ne tiendra. Il va vraiment falloir les mettre en action
avec des petites actions, on vient de le dire, mais les mettre en action pour donner du sens. Ça peut être un projet, un rêve, une passion, enfin voilà, il faut trouver un sens, heu, des petites actions pour en fait mener un gros objectif. Il faut pas que ce soit imposé, attention. Il faut vraiment que le jeune découvre par lui-même, ce qui peut donner sens à tout ça. Donc il va falloir creuser avec lui sans donner les solutions. Bon, voilà, ça c'est les 3 choses qui pour moi sont importantes à reconstruire avec ces jeunes-là. Maintenant des clés qu'on pourrait prendre pour, accompagner concrètement. Je vais vous en donner 5. La première, c'est de changer de posture. On va passer du, «Il faut qu'il fasse», donc «Il faut que tu fasses», à «Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça?» L'idée, ça va être déjà d'observer sans juger. Je vous assure que si un jeune vous entend lui demander: «Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche de faire tes devoirs ce soir à la maison?» plutôt que lui dire: «Ce soir, il faut que tu fasses tes devoirs à la maison», et bah, en fait, et qu'il voit que votre, ré quand il va avoir sa réponse, vous allez pas être dans le jugement, déjà, bah, il va se sentir soulagé. Et puis vous allez essayer de comprendre avec lui ce qui bloque vraiment. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le manque de sens? Est-ce que c'est plutôt le perfectionnisme, le découragement, la peur? Enfin voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, de choses qui peuvent le bloquer, et si on n'arrive pas à découvrir en fait ce qui le bloque, et ben, on ne pourra pas agir dessus, et cette écoute-là, elle va vraiment changer beaucoup de choses dans votre lien avec ce jeune, et dans aussi dans comment lui, il va se construire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va valoriser l'effort et donc pas le résultat. Parce que, la motivation, elle va venir de l'action, mais aussi de la reconnaissance. En fait, quand la seule reconnaissance vient du résultat et que ces jeunes-là sont avec des troubles, les résultats sont difficiles à obtenir, et donc bah, les jeunes qui, n'en ont jamais, et ben, en fait, ils vont échouer. Alors on va valoriser plutôt les démarches. «J'ai vu que tu as essayé. C'est bien, tu t'es accroché. Tu pas lâché, c'est ce qu'il faut faire», et cetera, et cetera, et cetera. On va travailler avec lui le discours intérieur, ça c'est la troisième clé concrète. Parce que, souvent ces jeunes qui décrochent ont un dialogue interne qui est vraiment très, très dur. «Je suis nul, j'y arrive pas, je suis trop lent», et cetera, et cetera, et en tant qu'adulte, nous, on peut arriver avec une voix beaucoup plus douce et leur faire rentrer des petites phrases comme: «Tu apprends, tu cherches comment faire, c'est normal que ce soit difficile», et cetera, et cetera. Ça va permettre en fait, à force de les entendre, de se les approprier, et que le jeune, démotivé va pouvoir intégrer dans son dialogue interne des phrases beaucoup plus douces envers lui-même. Après, la quatrième clé que je peux vous proposer, c'est de reconnecter, en fait, aux forces et aux passions. Chaque jeune, on l'a dit dans l'épisode précédent, a un talent, a une force, a une passion, et ça permet, en fait, de valoriser et de se sentir compétent. Lui-même va pouvoir remonter son estime de lui, va pouvoir remonter la confiance en lui, et cetera, s'il trouve ses propres forces et ses propres passions. Si vous voulez, il y a plein d'exercices qui existent sur les forces, et notamment aussi sur les forces de caractère. On pourra en rediscuter si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai travailler dessus. Je sais un peu quoi vous proposer, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Par exemple, Lou, je me rappelle, une de ses forces, c'était le dessin, et quand on a, relancé Lou sur les dessins, bah, ça l'a vraiment remotivée. Parce que pour elle, c'était pas un travail, en fait, c'était vraiment un espace où elle se sentait, bah, compétente, tout simplement, et en fait, depuis cet espace-là, on peut ensuite retravailler la motivation dans d'autres domaines. Vous voyez? Par exemple, donc Lou, elle a d'abord repris le dessin, et cetera, et après je me rappelle qu'elle avait des cours de bio, et que du coup, on a commencé par, les schémas, elle devait les dessiner, les reproduire et tout ça, et après, du coup, on a remis du sens sur, l'apprentissage, bah, de la bio, et cetera, par le dessin, et c'était hyper intéressant. Après, l'idée, la quatrième clé, ça va être de créer des partenariats plutôt que des rapports de force. Un jeune motivé, c'est un jeune qui va se sentir acteur. Je vous l'ai dit, s'il y a pas d'action, il y aura pas de motivation. Souvent, on pense ça, on pense que l'action, va amener que la motivation va amener l'action. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt quand on fait des actions que ça nous donne de la motivation. Prenez toujours cet exemple d'aller courir, toujours. Donc au lieu de lui dire, par exemple, sur cette histoire de partenariat: «Tu dois faire ça», on peut peut-être lui dire: «OK, là, on va prendre un temps pour faire équipe. Alors comment tu veux qu'on s'y prenne?»
Encore une fois, c'est cette posture-là qui va permettre de changer la relation avec votre jeune. Pour vous dire tout ça, c'est pour reprendre l'exemple de Lou, c'est que, ici, on n'a pas cherché, en fait, à soigner la démotivation. On a plutôt cherché à rallumer sa confiance en elle et à la confiance aussi en les apprentissages, en les adultes et cetera. En fait, à rallumer la confiance globale. On a redéfini ensemble ce que c'était la réussite, ce que c'était aussi de plus faire, en fait, comme les autres, mais de faire un peu mieux qu'hier. Ensuite, on a arrêté de lui parler de TDAH tout le temps. On a commencé à parler de Lou, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle veut, de ses rêves et cetera et petit à petit, en fait, elle a retrouvé l'envie. Pas pour faire plaisir à sa mère, hein, parce que, à la base, c'était un peu ça qui l'a travaillé aussi, c'est de plus avoir envie et que ça a détruit sa maman. Mais c'était pour elle. Aujourd'hui, Lou, elle a des projets pour le long terme. Elle veut, par exemple, créer une bande dessinée. Je me rappelle, elle était vraiment sur ça et notamment, sur la avec un personnage principal qui a un TDAH et quand elle en parlait, je vous jure, elle avait vraiment de la fierté et puis, je vous l'ai dit, c'était une petite fille qui était très drôle, donc elle avait beaucoup d'humour et en fait, je pense que ce projet, c'est sa manière à elle de se dire qu'elle va pouvoir avoir du pouvoir sur son histoire à elle et c'est ça, en fait, accompagner la motivation. C'est exactement ça. C'est rendre aux jeunes le pouvoir de se remettre en mouvement, sans lui mettre la pression. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair cet épisode. Il y avait beaucoup de choses à vous dire. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc voilà, j'ai livré tout ce que j'ai pu. Mais il y a l'atelier qui arrive sur ça. Donc n'hésitez pas à prendre votre place parce qu'il en reste pas beaucoup. Donc voilà, l'atelier a lieu le 12. Donc il vous reste peu de jours, mais quand même, vous pouvez encore prendre vos places. Pour conclure sur cet épisode, j'aimerais vous dire que oui, il y a des jeunes qui n'ont plus envie. Oui, il y a des jeunes qui sont sans motivation. Oui, on a des jeunes découragés, fatigués, blessés. Et notre rôle, en fait, c'est de leur prêter un peu de notre confiance, le temps que eux puissent reconstruire la leur. Et si on arrête de juger ces jeunes sur ce qu'ils font pas et qu'on recommence à croire en ce qu'ils peuvent devenir, on va avoir cette flamme qui est toujours un peu là. Juste se cacher, mais en fait, elle attend juste à être allumée. Voilà. Je vous remercie d'avoir encore une fois écouté cet épisode. S'il vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui accompagne un jeune et qui a perdu un peu de son élan. Et n'oubliez pas, la motivation, elle s'impose pas. Elle va se réveiller quand on se sent reconnu, compris et soutenu et qu'on passe à l'action. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à commenter et à soutenir ce podcast pour que je puisse gagner en visibilité. À très vite.